nous allons ouvrir ce conseil municipal. Donc je vous propose de désigner M. Florian Jaunet comme secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a une opposition? Non. Donc Florian, si tu veux bien faire l'appel. Merci Madame le maire. Alors, Madame Hélène Arnaudville. Présente. Monsieur Jean-Louis Masson. Madame Marie-Hélène Charles. Présente. Monsieur Franck Chouquet. Madame Martine Blanc. Présente. Monsieur Alain Dumonté. Madame Sophie Rodouillet. Présente. Monsieur Alain Fumaz. Madame Jeanne Guet, absente à des pouvoirs. Madame Flora Martineau. Monsieur Jean-Éric Claudévic. Madame Hélène Del Santo. Monsieur Jean-Claude Marastoni. Monsieur Christian Gasquet. Monsieur Michel Guillauzic. Monsieur Alain Jouot. Madame Martine De Santis. Monsieur André Bollon. Madame Brigitte Mourillon. Madame Josiane Bercé. Monsieur Olivier Chel. Monsieur Gilles Broyer. Monsieur Jean-Marc Hanneville. Absent à des pouvoirs, Madame Hélène Del Santo. Madame Céline Murena. Madame Bouchra Baram, absent à des pouvoirs. Monsieur Alain Dumonté. Madame Laure-Hélène Baumann, absente à des pouvoirs. Madame Sophie Rodouillet. Moi-même Florent Jaunet présent. Madame Flora Martineau. Monsieur Michel Camat, absent excusé. Madame Viviane Chastan, absente à donner pouvoir. Madame Julia Perronnet-Brémont. Madame Aïda Zamouri, absente à des pouvoirs. Monsieur Olivier Charlois. Monsieur Olivier Charlois. Présent. Monsieur Cyril Lamarit. Présent. Madame Joël Antoine. Présent. Madame Julia Perronnet-Brémont. Présent. Madame Mireille Chabot. Présent. C'est tout, madame. Bon, le quorum étant atteint, on va pouvoir ouvrir la séance. Alors, nous n'avons pas pu vous fournir le compte-rendu de la dernière séance du conseil municipal parce qu'il ne nous a pas été livré, puisqu'on a fait un conseil municipal relativement tard et avec les fêtes de fin d'année. Donc, vous l'aurez, dès que nous l'avons, nous vous le faisons parvenir. Voilà. Le prestataire n'a pas pu nous le fournir. Donc, on va passer à l'ordre du jour de la séance. Donc, on commence par la communication de l'état des indemnités de toute nature dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal au titre de tout mandat et de toute fonction exercée pour l'année 2024. Monsieur Jean-Claude Marastoni. Merci Madame le maire, bonjour à tous. Là, il s'agit du traditionnel rapport annuel des indemnités perçues par les élus au cours municipaux, bien sûr, au cours de l'année 2024. Voilà. À ce stade, je n'ai pas de précision particulière à apporter sur ces indemnités. Y a-t-il des questions? Madame. Bonjour à tous, merci Madame le maire de nous donner la parole. Donc pour la première fois depuis 2020, nous avons enfin accès au montant des frais de représentation que vous n'avez pas utilisés. C'est intéressant car depuis que notre groupe insiste pour obtenir des réponses, c'est la première fois qu'un retour est affiché. Cependant, il manque encore l'essentiel. Nous n'avons toujours aucun justificatif depuis 2020, ni les vôtres, ni ceux de Jean-Louis Masson. Je rappelle que ces justificatifs sont légalement accessibles à tout citoyen qui en fait la demande, et avant d'être élus, nous sommes avant tout des citoyens. Vous écrivez dans le mensuel municipal que ces documents sont disponibles auprès du comptable public et de vos services finances. Alors je vous propose ceci. Après ce conseil municipal, montons ensemble dans le service concerné afin que notre groupe puisse enfin consulter la totalité des documents. Je précise que la CAD, la Commission d'accès aux documents administratifs, nous a donné raison à 2 reprises sur ce sujet. Pourtant, vous avez choisi de nous contraindre à engager un recours devant le tribunal administratif pour obtenir des réponses qui, je le répète, sont d'accès public. C'est regrettable et c'est surtout évitable. Ma première question est donc simple. Êtes-vous prête à nous donner cet accès dès ce soir? Passons à un autre sujet, vos indemnités. Je vous le dis franchement, je trouve moralement discutable qu'en 2024, votre indemnité de maire ait été augmentée de 6%, soit 3 200 € supplémentaires par an. Vos indemnités liées à TPM ont, elles, bondi de 27%, soit 7 800 € de plus. Pour mémoire, vos revenus cumulés entre TPM et la commune atteignaient déjà 87 000 €. Et ce n'est pas tout. Votre indemnité liée au syndicat de l'égoutier a elle aussi connu une hausse spectaculaire de 36%, soit 4 900 € supplémentaires sur l'année 2024. Tout cela
est certes légale, mais est-ce acceptable? Quand vous vous permettez de juger les gardiens sur leur ressenti face à, je vous cite, la légère augmentation de la taxe foncière, qui pèse lourdement sur de nombreux foyers, j'ai une question simple. N'êtes-vous pas gêné de vous octroyer en parallèle une augmentation totale de 16%? Pour que chacun mesure bien l'ampleur, parce que je vois que vous êtes étonnés, que chacun mesure bien l'ampleur de cette hausse, cela représente 16 000 € de plus en une seule année. Pendant ce temps, des familles gardéennes peinent à joindre les deux bouts sous la pression fiscale. Et c'est un message particulièrement malvenu envoyé à nos concitoyens. Et puisqu'on parle de cohérence financière, un point m'interpelle. Les années précédentes, vos frais de représentation, 20 000 € annuels, étaient dépensés jusqu'au dernier centime. Moins 8 centimes, je fais attention, effectivement. Cette année surprise, vous en remboursez 16 000. De là à imaginer que l'augmentation de vos indemnités, précisément 16 000 €, pourrait, j'emploie le conditionnel, compenser la réduction de vos frais de représentation, il n'y a qu'un pas. 4 000 € de frais utilisés, 16 000 € d'augmentation en 2024, on retrouve exactement les 20 000 € de frais que vous vous octroyez pour votre argent de poche. Comme disait mon professeur de mathématiques, c'est QFD. J'attends donc de vos réponses sur ces deux points. Madame Perronet, vous siégez au conseil municipal. Donc s'il y avait eu une augmentation, vous auriez été obligé de la voter. Il n'y a pas eu d'augmentation. Pas sur le maire. Non, il n'y a pas eu d'augmentation. Et je touche la totalité de mes mandats, exactement les mêmes sommes depuis le départ. Voilà. Ce sont des indemnités brutes. Donc l'indemnité de l'état annuel des indemnités 2023 n'est pas le bon. Je ne sais pas. C'est pas moi, je l'ai. Non, ce n'est pas l'augmentation du point, c'est une augmentation en euros. Sur l'état annuel, il suffit de faire une. À moins que nous ayons des documents qui ne soient pas bons en 2023. Alors, oui. Alors, l'explication. Je n'ai été nommée à la métropole au mois de juillet 2023, ce qui explique la différence. La même chose pour le syndicat des Goutiers. Je n'ai pas démarré l'année 2023 en tant que présidente du syndicat des Goutiers. J'ai été nommée beaucoup plus tard, en cours d'année. D'où cette différence d'indemnité, de somme, que vous marquez, mais il n'y a pas eu. Et quant à mes indemnités de maire, il n'y a eu aucune augmentation. Aucune augmentation, puisqu'on n'a rien voté de plus que l'indemnité de départ. Sinon, on est obligé de repasser au conseil municipal. Pas pour le maire. Si, pour tout le monde. Pour tout le monde. Alors, donc il y a Ne une dites différence. pas. Non. Il y a une Je ne différence. vais pas aller me entre servir dans les 2023. caisses. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Il y a une différence entre 3 200 et 3 200 € sur vos indemnités de maire. Ce que je dis, c'est simplement, je comprends que ce soit légal. Oui. Moi, je demande si c'est acceptable d'avoir une telle augmentation sur une année. J'ai pas eu d'augmentation. J'ai pas eu d'augmentation. Donc, l'état annuel 2023 est erroné si vous nous certifiez qu'il n'y a pas d'augmentation. Parce qu'il y a 16 000 € d'écart sur votre ligne. On va regarder. Oui. On va regarder, mais je n'ai pas eu aucune augmentation depuis que je suis là. On rappelle quand même que les indemnités sont votées en début de mandat, ce qui a été fait quand Mme Hélène est devenue maire. On a revoté les indemnités du maire et des adjoints, à part les maires, parce que j'en ai pas. C'est fixé par rapport à un point d'indice qui est fixé lui-même par la loi. Le maire a X pourcentage de l'indice terminal de la fonction publique, et on n'a pas voté de nouvelles indemnités depuis que l'élection du maire Madame Ville a été faite, pas plus qu'il y en avait eu quand j'avais été élu maire en 2020. Donc c'est fixé sur le point d'indice, après qu'il y ait des fluctuations d'année d'une année à l'autre, du fait peut-être d'un défaut de paiement en décembre, en novembre, une rectification en janvier, etc. Ça peut arriver, mais il n'y a pas d'augmentation. On a voté les indemnités du maire et des adjoints par rapport au point d'indice. Sur les documents que vous avez demandés, je vous rappelle, vous avez fait la réponse, vous avez demandé les
les justificatifs des dépenses, des frais de représentation, qui sont des frais professionnels, ce n'est pas des salaires. Depuis 2020, nous avons demandé à M. Jean-Claude Charlois de nous fournir les siens, il ne nous les a jamais fournis. Et donc, on les attend. Et totalement Et tant que nous n'aurons pas celle de Jean-Claude Charlois, vous n'aurez pas les autres. C'est pas notre demande. Je ne vois pas le lien entre Jean-Claude Charlois et les vôtres. C'est vous avez été le maire de 2020 à 2022. C'est Madame Bill maintenant qui est la maire ici. Donc, vous avez, dans la première demande qui a été faite, et qui était d'ailleurs formulée, je crois, par M. Amarek, si mes souvenirs sont bons, il a été demandé donc l'état des frais de représentation depuis 2020. En 2020, le maire, c'était Jean-Claude Charlois. Donc, on lui a demandé de nous fournir ces états qu'il n'a jamais fournis. Vous les avez. Et donc, on lui a fait 3 recommandés, on attend ses réponses. Et quand les aura, vous aurez les états. Bon, il n'y a pas de vote. Tout le monde prend acte. Voilà. Les documents sont ici. Délibération numéro 2, M. Jean-Claude Marastoni, c'est la présentation du rapport sur la situation égalité femmes-hommes. Oui, madame. Là aussi, il s'agit de la présentation d'un rapport. C'est un rapport sur la situation de l'égalité femmes-hommes. Un document assez concret sur lequel on peut dire qu'on peut constater des avancées intéressantes en la matière, même si on sait que concernant ce sujet, il y aura toujours des améliorations à apporter, bien évidemment. Voilà. Je n'ai pas pour l'instant plus de précisions à vous donner à ce sujet. Donc nous prenons acte là aussi de la communication au conseil municipal de ce rapport. Merci. Donc, la délibération suivante, le vote du budget primitif du budget de la ville, Madame Hélène Del-Santo. Bonjour à tous. Le débat sur les orientations budgétaires qui s'est tenu le 17 décembre 2024 a été l'occasion de constater que le contexte économique et budgétaire dans lequel évoluent les collectivités territoriales est très incertain et accru par les difficultés institutionnelles nationales. Les grands principes budgétaires qui ont guidé à la préparation du budget 2025 sont gestion exigeante en matière de dépenses de fonctionnement en dépit des hausses des dépenses consécutives aux décisions de l'État et induites par l'inflation, accélération de la mise en œuvre de notre politique de transition écologique, non-recours à l'emprunt. En 2025, la masse budgétaire globale du budget principal, mouvement réel et mouvement d'ordre, s'élève à 76 779 376,45 centimes d'euros et se répartit ainsi. Section de fonctionnement, 49 766 032 euros. Section d'investissement, 27 013 344,45 euros. Les dépenses réelles de fonctionnement s'établissent à 43 446 327 euros. Le graphique présente la répartition des charges de fonctionnement pour le chapitre 011, 012, 65 par grande thématique. On peut constater qu'un tiers des dépenses est consacré à la thématique petite enfance et éducation, ce qui en fait l'axe majeur de la politique municipale. Et au global, que 63% des crédits sont consacrés aux politiques publiques. Petite enfance, éducation, jeunesse, sport, culture, animation, association, CCAS, politique de la ville, emploi et sécurité. Le pôle administration concerne non seulement les services support à l'action des politiques publiques, direction générale, ressources humaines, juridiques, assurances, finances, marché public, communication, mais aussi aux services d'accueil du public, population, état civil, cimetière, régie, occupation du domaine public, TLPE, archives. Le pôle services techniques concerne l'entretien courant des bâtiments et espaces publics communaux et la maintenance des équipements techniques. Le BP 2025 a été construit sur une base estimée de l'exécution budgétaire de l'année 2024, à laquelle ont été ajoutées les évolutions qui s'imposent à la commune. S'agissant des charges à caractère général, à périmètre constant, il s'agit principalement, comme en 2024, d'une nouvelle hausse des primes d'assurance et notamment de la flotte automobile. Pour ce chapitre, nous nous inscrivons toutefois sur un objectif d'évolution maximale de 1%
en 2025, soit inférieure à l'inflation. Les charges de personnel font face à une hausse contenue de 2,29%, principalement liée à la hausse des cotisations retraite CNRACL, fixée suite au décret publié au 31/01/2025, et ceci pour 4 ans à un taux de 3%. Notre soutien au monde associatif est réaffirmé avec une enveloppe de 619 500 €. L'action sociale en faveur des personnes âgées et des personnes les plus fragiles est renforcée avec une augmentation de la subvention versée au CCAS qui atteint 1 483 000 €. La constitution d'une provision dans le cadre du devenir de l'ancien Marie Curie est prévue pour 4 millions d'euros. Les intérêts de la dette demeurent peu élevés et correspondent à 0,70% du total des dépenses réelles de fonctionnement. Les recettes réelles de fonctionnement s'établissent à 49 680 764 €. Elles peuvent se répartir en 3 grands blocs. Les impôts et taxes pour 36,6 millions d'euros. S'agissant des impôts directs locaux, l'actualisation légale des bases décidées par l'État est en 2025 de plus de 1,7%, et la commune a décidé de neutraliser l'ensemble des taux d'imposition communaux. La commune attend une baisse de ses recettes de droits de mutation à titre onéreux, de la taxe locale sur la publicité extérieure, TLPE, et le maintien des autres impôts et taxes comptabilisés. Le deuxième bloc, les dotations, participations et produits des services pour 7,7 millions d'euros. Il y a beaucoup d'incertitudes autour de la DGF. Elle a donc été valorisée à la baisse en 2025 de 150 000 €. Les participations correspondant à des cofinancements sont attendues à la hausse. Nous avons 3 partenaires majeurs. La CAF, pour le financement des établissements de la petite enfance, des accueils de loisirs extrascolaires et périscolaires, des structures de quartier en vue de permettre la mixité, l'accessibilité et l'épanouissement de l'enfant à tous les âges. Le département, au titre des aides sollicitées pour l'organisation de nos grandes manifestations médiévales et hivernales, mais aussi du fonctionnement des saisons culturelles 2025-2026 en augmentation par rapport à 2024. Enfin, l'État, au travers de la dotation pour les titres sécurisés et la dotation de recensement INSEE. Troisième bloc, les autres recettes pour 5,2 millions d'euros. Elles correspondent aux recettes de location de notre parc privé, principalement les équipements sportifs, EHPAD, Marie Curie et la police nationale. Elles intègrent également la reprise des provisions prévues en 2025 pour 4 millions d'euros, garantie d'emprunt pour la ZAC Sainte-Mus, arrivée à terme et risque naturel pour le financement du parc urbain en Cusano. Les dépenses réelles d'investissement s'établissent à 19 889 720 €, soit 748 € par gardien. Elles sont composées de 17,9 millions destinés au financement des projets communaux, 1,5 million d'euros destinés au financement des opérations portées par l'antenne métropolitaine gardéenne, et enfin du remboursement du capital de la dette pour 387 631 €, ce qui ne représente que 1,94% de nos dépenses totales et 15 € par gardien. Nos dépenses d'investissement 2025 verront naître 4 des projets majeurs du mandat, 4 projets de haute qualité environnementale. L'écolo-crèche des Lucioles qui ouvrira ses portes en septembre 2025. La phase 2 de la réhabilitation de la maison communale Gérard Philippe qui s'achèvera en septembre 2025. Le pôle culturel dont la livraison est endossée pour novembre 2025. Enfin, la phase 1 du projet Cœur de Ville avec la construction d'un parking silo, d'un parking désimperméabilisé et la réfection des voies. L'aménagement de parcours piétons, la création d'un parc urbain de plus de 1,5 hectares, la requalification des locaux du PRE et de la médecine scolaire.
Au-delà de ces 4 grandes opérations, la commune poursuit ses actions concrètes de transition énergétique avec notamment l'installation de brasseurs dans les écoles, les structures petite enfance et le MAJOU, mais aussi le passage en LED. Elle poursuit aussi ses actions annuelles d'entretien de ses équipements sportifs, éducatifs, de l'EHPAD et de tout son patrimoine. Les recettes d'investissement sont portées à 13 655 284 €. Notre recherche active et la qualité de nos projets nous permettent de pouvoir compter sur des soutiens financiers importants de nos partenaires institutionnels, au premier rang duquel se trouve le département, pour un total de subventions de plus de 2,2 millions d'euros. La commune a également obtenu un accompagnement du Fonds européen FEDER pour la requalification du bâtiment PRE. Nous utiliserons également notre épargne pour financer les grands projets du mandat au travers du rachat des parts sociales détenues à la Caisse d'épargne pour un montant de 3 091 080 €. Le fonds de compensation de la TVA sur les dépenses engagées en 2023 est estimé à ce stade à 1 464 000 €. Enfin, un emprunt d'équilibre est inscrit pour 5 981 197 €. Il sera supprimé à la reprise des résultats de l'année 2024. En l'absence de budget national 2025 et avec toutes les incertitudes financières répercutées sur les collectivités locales, nous votons un budget primitif, prudent et équilibré, en maintenant une priorité sur nos investissements et la poursuite de nos projets de mandat. Merci de votre attention. Donc, présentation du budget 2025. Y a-t-il des questions? Monsieur Marie. Madame le maire et chers collègues, merci pour ce budget prudent. Je suis dans le même cas que vous, dans le secteur de l'expertise comptable. On est coincé aussi en attente de la loi de finances, donc nos clients n'ont pas les guider non plus. Donc c'est un très bon choix d'avoir fait un budget prudent. On aurait fait de même, je vous rassure. Par contre, j'ai deux petites questions. J'ai étudié la plaquette financière qui a été transmise par les services. Il y a un compte, le 618.8, autres frais divers. Il y a 2% du budget à l'intérieur, quasiment 1 million d'euros. Je voudrais mieux savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, par curiosité. Et deuxième question, sur la provision de Marie Curie 1, je voudrais mieux savoir ce qui avait été étudié comme risque potentiel à arriver à 4 millions d'euros. Voilà ce qui est. Alors, pour ce qui est du fameux compte dont vous nous parliez, nous vous enverrons tous les détails, parce qu'on ne va pas perdre un temps là, ici, on a tas de choses à dire. Alors, pour les 4 millions, écoutez, le projet, il va être étudié, il va être mis en place. C'est prudent de le provisionner et de le programmer, évaluer ce montant. Pour ce que l'on sait, c'est que ce projet doit être celui de préserver l'environnement de ce secteur, la qualité de vie au niveau pavillonnaire et du logement collectif, et surtout par rapport aussi aux voies et à la circulation. Donc à l'heure actuelle, vu la prudence, nous l'avons à tous les niveaux, c'est-à-dire que le projet va démarrer, et pour l'instant, donc c'est un calcul qui a été fait pour essayer de cibler au mieux. Tout ça pourra être revu, bien sûr, dès que les éléments seront à notre portée. Voilà. Oui. J'ai mal compris, excusez-moi. Il va y avoir quoi du coup à la place? J'ai pas fait attention. Pour l'instant, Marie Curie, le bâtiment, il est là. Il est dans un état que tout le monde connaît. On est en train de lancer les études. Je vais peut-être vous passer la parole à mes collègues au niveau de Franck Chouquet, de l'urbanisme, s'il en sait un peu plus que nous. Mais de toute façon, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, il va falloir faire quelque chose pour ce bâtiment et dans le respect de environnemental, de la qualité du logement pavillonnaire et collectif et du réseau de voirie et du réseau urbain. Tous les recours ne sont pas apurés à l'heure actuelle avec la LGRM, donc on n'a pas de projet, parce qu'il y a encore des actes juridiques
qui sont en cours sur ce bâtiment. Oui, en effet, Madame le maire. D'abord, je tiens à féliciter Madame Del Santo pour la clarté de son exposé concernant le budget prévisionnel. Et puis je note que, et Hélène a dû le noter avec beaucoup de gourmandise, que l'opposition est tout à fait heureuse du budget que nous avons mis en place pour 2025. Ça me réjouit. Non, ce sujet de Marie Curie, en fait, pour l'instant, on est en appel sur le problème. D'accord ? Il est hors de question pour nous de payer autant d'argent pour un bâtiment dans cet état-là. Donc c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas d'accord avec les termes de la convention qui voulaient être passés entre eux et nous. Pour l'instant, la situation, elle est en justice et on verra bien par la suite ce que nous ferons. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas question pour nous de dénaturer cet espace-là pour y construire quelque chose qui n'est pas de nature à venir se positionner à cet endroit-là. Voilà. J'espère avoir été clair. Merci. Autre question ? Non ? Donc on peut voter le budget. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le budget ville, Madame Dassanto, le vote des taux d'imposition directe du groupe communal. Taxe foncière sur les propriétés bâties, 49,80. Taxe foncière, taxe foncière sur les propriétés non bâties, 74,48%. Taxe d'habitation sur les résidences secondaires, 17,45%. Donc, vous pouvez le constater, les taux sont inchangés de 2024 à 2025. Vous dites des questions ? René ? Alors oui, je trouve regrettable parce que vous dites que les taux sont inchangés, mais depuis 2020, les Gardéens ont subi une grande hausse de la taxe foncière, notamment du taux communal. Et il y a un impact lourd sur les ménages. Et je suis assez surprise que vous parliez toujours de légère augmentation dans 20 matins, ce qui ne reflète pas une réalité. Parce que non, ce n'est pas une légère augmentation. Quand on regarde les avis d'imposition des Gardéens, c'est une hausse significative, Madame le maire, qui s'ajoute aux dépenses des foyers qui sont déjà fragilisées par l'inflation, la stagnation des salaires et des retraites, qui n'ont pas suivi le même rythme que le taux de taxe foncière. Et pendant ce temps, alors je suis surprise de vous voir surprise d'avoir eu 16 000 euros en plus cette année. Enfin, 16 000 euros en plus en 2024, on peut s'étonner, mais il me semble que sur un compte en banque, on devrait s'en rendre compte. Enfin, je me demande comment vous pouvez justifier, non pas du tout, cette déconnexion. Comment peut-on d'un côté demander des efforts aux Gardéens et de l'autre ne pas s'appliquer à soi-même cette rigueur? Parce qu'effectivement, vous pouvez, là je reprends M. Masson, c'est-à-dire qu'il y a un pourcentage du taux d'indice. Mais personne ne vous oblige ici à prendre le maximum. Donc, ce décalage, quel est le sujet? Ça crée un fossé entre tous les Gardéens qui payent cette taxe foncière et qui pensent qu'il y a une hausse qui est difficile à payer, et qui crée un sentiment d'injustice avec vos 16 000 euros que vous vous octroyez en 2024. Nous proposons... Alors, vérifiez vos états d'annualité. Nous, élus du groupe Unis pour la Garde, proposons de repenser les priorités budgétaires pour alléger cette pression fiscale. Des marges de manœuvre existent. Ça dérange quelqu'un, je parle. Non, ah, j'ai cru avec les claquements de pieds. Pardon. D'accord. Une mauvaise gestion des dépenses de fonctionnement, une meilleure, pardon. Gestion des dépenses de fonctionnement, des projets peut-être plus ciblés sur les besoins essentiels des Gardéens et une réévaluation des investissements non prioritaires. Entendre la voix des Gardéens, c'est aussi savoir remettre en question certaines décisions pour construire une ville où chacun peut vivre dignement. Vous pouvez reclaquer des pieds. J'ai terminé. Il y a eu en 25 ans 2 augmentations, donc les 2 dernières années, parce qu'il y a eu de fortes augmentations et des fluides et des salaires.
et nous avons voté chaque fois le maximum des compensations de salaire liées à l'inflation. Autrement, nous avons baissé pendant 22 ans. Après, derrière, il y a aussi l'augmentation de l'État et des bases sur lesquelles nous n'avons aucune influence. Par contre, par rapport à ce que je touche, on va vérifier, parce que je vous assure, je n'ai eu aucune augmentation. Donc on va vérifier les chiffres qui ont été publiés, parce qu'il n'y a eu aucune augmentation par rapport à ce qu'on avait voté en 2022. Voilà. Monsieur Masson. Oui, vous savez, les augmentations d'indemnité, on l'aurait voté. Je crois qu'on n'a pas voté ce genre de choses. Alors, 25 exercices budgétaires faits par cette majorité. On a augmenté les taux à 2 reprises en 2023, en 2022 et 2023. Suite à la forte inflation qui a succédé à la période Covid d'une part, et suite à la suppression de la taxe d'habitation non compensée. Et les baisses et les augmentations de ces impôts ont eu lieu au moment où la taxe d'habitation a diminué pour la partie qui n'avait pas été touchée, de façon à effectivement de faire impacter le pouvoir d'achat des familles, ce qui a été le cas, puisque s'il y a eu une augmentation d'un côté, il y a eu la suppression de la taxe d'habitation de l'autre. Alors, 2 augmentations sur 25 années, ben moi j'ai fait le calcul, ça fait une moyenne de moins de 0,30 par an. Avoir augmenté les taux de la ville de la Garde de moins de 0,30 par an pour 25 ans, c'est quand même plutôt raisonnable. Il y a bien des communes qui aimeraient avoir ce résultat-là. Donc on peut polémiquer, on peut présenter les chiffres comme on le veut, mais la réalité est là. Faites le calcul de l'augmentation des taux, divisé par 25 années, enlevez les baisses qui ont eu lieu pendant 5, 6 ou 7 ans, je ne me souviens plus, et vous avez un résultat à moins de 0,30 d'augmentation répartie sur 25 ans. Et malgré la baisse des dotations globales de fonctionnement qui a été de plus de 4,5 millions, M. Amarek, vous pouvez le vérifier, entre 2012 et aujourd'hui, qui a été compensé exclusivement par les impôts, et qui a été compensé par effectivement des réductions significatives des frais de fonctionnement. Et non pas sur l'investissement, puisque vous observez que l'investissement a un niveau élevé. Donc, vous pouvez nous accuser de tous les mots, après tout, on n'attend pas de vous que vous nous envoyiez des lauriers sur la gestion. Donc, chacun est dans son rôle. Mais très objectivement, l'augmentation des impôts rapportés aux 25 exercices budgétaires est en dessous de 0,30 par an. Voilà, ce qui est plutôt très acceptable, pour pas dire même plutôt très bien. Là, ça c'est la réalité. Le reste, c'est de la polémique, des histoires, des interprétations. Vous avez toute liberté pour les faire, il n'y a pas de souci. On est dans un pays libre et que vous exprimez, et de temps en temps, pour ramener les choses à leur juste place et à leur juste réalité. Il y a aussi un fort niveau de services rendus à la population, puisque nous sommes actuellement la seule commune à répondre au niveau des crèches. On a 64%, on couvre 64% des besoins de la commune, c'est le plus haut taux au niveau de la métropole, et même moyenne, puisque la moyenne est de 50%. Donc on a aussi beaucoup de services rendus au niveau scolaire, périscolaire, la caisse des écoles, peu de villes l'ont maintenu. Nous avons toujours, nous, la caisse des écoles, et donc au moment de la rentrée scolaire, les parents ont quasiment aucun frais à faire, puisque tout est fourni par la municipalité. Au niveau du périscolaire, qui n'est pas très cher, les goûters sont aussi fournis, puisqu'on facture au quart d'heure. C'est-à-dire que les parents, dès l'instant où ils viennent chercher leurs enfants, on leur fait payer que le temps où nous avons gardé les enfants, et pas au-delà. Tous nos bâtiments sont en excellent état et sont reconnus au niveau départemental pour leur état, puisque nous avons quasiment refait la totalité des écoles en 25 ans. Les crèches sont aussi quasiment neuves. Nous avons fourni de plus en plus de services aux personnes de la garde, avec la maison des parents, avec la maison France Service, avec toutes ces différentes maisons qui s'adressent à des publics très différents. Et nous avons toujours autant de demandes de venir sur la garde. Donc on est quand même réputé aussi
pour avoir des taux d'accueil relativement bas. Après, il faut compenser à un moment ou à un autre. Voilà. Les aménagements que nous faisons à l'heure actuelle sont des aménagements qui vont apporter un plus à la population. On ne peut pas le nier. Voilà. On est en train de transformer la ville, mais pour se mettre aussi en phase avec le plan climat au niveau national et régional, de façon à éviter des fortes augmentations de chaleur par une végétalisation de la totalité des surfaces, la désimperméabilisation, la végétalisation, donc de façon à être dans ces plans climat pour le confort de nos gardiens. Voilà ce que je peux vous dire. Il y a d'autres prises de parole? Alain, du Monté. Oui, sur ce sujet, madame, je pense que lorsqu'on présente le budget, on sort un petit peu des attaques ad hominem et on reste dans la dignité qui prévaut. Moi, je voudrais simplement ajouter, puisqu'on parle du budget, du pourquoi de ces chiffres, c'est qu'on fait beaucoup à la garde, comme madame le maire vient de le dire, mais il y a des domaines qui sont encore plus évidents que ceux que vous ne soulignez pas et que vous devriez souligner, à savoir que nous sommes la ville qui a le plus grand nombre de logements sociaux du département, comme vous savez, et ça, c'est pas gratuit. Et ça vient de loin. Et ça, vous êtes bien aussi placés, vous tous, pour le savoir, et que nous avons continué et développé cette politique. La deuxième chose, c'est que nous sommes aussi la ville la plus jeune du Var, en moyenne d'âge. Et ça aussi, vous le savez. Et on ne va pas diminuer toutes les activités que nous organisons pour les jeunes. Je ne fais pas de clin d'œil, je sais que vous êtes concernés également. Donc, nous développons toutes ces activités pour que nous, les jeunes de la garde, se sentent bien à la garde. Et s'il y a autant de familles qui souhaitent venir nous rejoindre pour des questions de logements sociaux ou pas, pour le logement d'activité, c'est pas tout à fait par hasard non plus. Donc gardons le débat à ce niveau-là. Arrêtez de viser une personne en particulier sur des sujets qui n'ont rien à voir avec le niveau que l'on donne. Ça n'a rien à voir. Et c'est pas moi qui tapais des pieds. Je le précise parce que vous regardez. Non. Mais l'anecdote est marrante parce que je continue à taper des pieds quelle que soit la personne qui parle. Pour vous rassurer, madame. Cette fois, après. Donc on va voter. C'est Monsieur Marie. Non, je vais juste corriger une phrase que vous avez faite, ça ne sera pas long. Vous avez dit qu'on n'a aucun impact sur la hausse de la taxe foncière pour les gardiens, c'est faux. Et c'est en même temps. La revalorisation des bases, effectivement, elle n'est pas de notre ressort à nous, le conseil municipal. Mais par contre, on aurait pu baisser un tout petit peu le taux, parce que les gardiens, ils payent 1 centime de plus cette année, soit le taux, soit stable au moins. Ça, vous aurez pu le faire. Monsieur Masson. Monsieur Amarit, si vous savez que l'augmentation des bases couvre rarement l'inflation, c'est extrêmement rare. C'est arrivé quelquefois, mais très rarement, en général, il est en dessous. Et si on ajoute les 0,30% d'augmentation répartie sur 25 années, on reste en dessous, légèrement en dessous de l'inflation. Donc les efforts sont faits. On n'a pas augmenté les taux l'année dernière, on ne les a pas augmentés cette année, on ne les augmentera évidemment pas l'année prochaine, vous allez dire vous êtes en année électorale. Et tant qu'on peut les maintenir, comme on l'a fait pendant des années, on le fera. Maintenant, s'il y a une explosion de l'inflation, s'il y a de nouvelles mesures prises par l'État qui rendent difficile le quotidien, évidemment, il est obligé de réajuster. Et pas dans le sens de M. Dumonté, il a raison de parler de 13% de logements sociaux. En fait, quand on prend le produit fiscal et qu'on le divise par le nombre d'habitants, on est dans la moyenne nationale des communes de même strate. Si, vous pouvez vérifier. Vous le constaterez. Et évidemment que c'est comme ça qu'il faut le voir. Quand on a 30% de logements sociaux, effectivement, on a un taux d'imposition en conséquence. Évidemment, puisque le nombre de foyers fiscaux est beaucoup moindre. Évidemment. Mais si vous regardez, si vous faites le parallèle, et vous pouvez le faire sur Internet, vous allez regarder la place de la garde en termes de produits fiscal divisé par le nombre d'habitants, vous verrez qu'on est dans la moyenne nationale. Pas plus tard que tout à l'heure, le Trésor public nous a informé qu'il n'assurerait plus le timbrage des
des courriers et que ça reviendra à notre charge. Donc, de toute façon, au niveau de l'État, il y a de plus en plus de retraits par rapport à ce qu'ils fournissaient. À un moment ou à un autre, voilà, il faut aussi que l'on compense et que l'on assure le bon fonctionnement de la ville, de nos personnels tout au long de l'année. On ne peut pas licencier ou ne plus faire autant de services publics que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Les personnes ne comprenaient pas. Donc on va voter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante, Madame Del Santo, c'est la mise à jour des autorisations de programme crédit de paiement, clôture, revalorisation et lissage. Cette délibération a pour objet d'apporter les modifications de durée, montant et lissage des crédits de paiement nécessaires aux autorisations de programme créés. Ces AP correspondent aux grandes opérations pluriannuelles. Par ailleurs, 2 AP sont soldés, la reconstruction de l'école Mignonnet et l'extension du cimetière. Voilà, c'est bon? Oui, oui. Y a-t-il des questions? Non? Nous allons voter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération suivante, Madame Hélène Del Santo. Rachat des parts sociales à la Société locale d'épargne via la Centre et Est-Var. Il s'agit donc du rachat des 154 554 parts sociales à la valeur nominale de 20 € de la Société locale d'épargne Var Centre et Est-Var, détentrice de parts de la Caisse d'épargne de Côte d'Azur. Donc le montant, c'est 3 091 080 €. Vous avez pu l'entendre dans la présentation du budget. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Madame Del Santo, le budget annexe cimetière. Vote du budget primitif. Comme nous l'avons vu lors du ROB, le budget primitif du cimetière 2025, annexe du cimetière, intègre les recettes liées aux ventes estimées de caveaux pour l'année, ainsi que les opérations d'ordre liées à la gestion du stock des caveaux. Il est estimé la vente de 10 caveaux de 4 places et 6 caveaux de 6 places, soit une recette de fonctionnement de 41 250 €. On retrouve également au budget les opérations liées à la variation du stock en dépenses d'ordre de fonctionnement et recettes d'ordre d'investissement. La section d'investissement est équilibrée par l'inscription de dépenses en variation de dette non réalisées, car couvertes par l'avance de trésorerie du budget principal. Il n'est donc pas prévu de dépenses en 2025. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc nous allons voter. Donc là aussi, on a de plus en plus, on subventionne de plus en plus de façon à ce que les familles aient de moins en moins de dépenses à faire au moment de la rentrée scolaire, avec les paniers de l'écolier qui est relativement conséquent, sans parler de tous les aménagements et de toutes les fournitures que nous versons directement aux écoles. Quoi? Ah, pardon. Excusez-moi. Bon, alors, qui est mieux la caisse des écoles, hein, ça c'est clair. Les cimetières. La mort qui l'a dit quand même, qui est contre. Qui est contre, qui s'abstient. Désolée. J'ai déjà passé à la suivante. Bon, subvention à la caisse des écoles. Oui, alors donc la subvention accordée à la Caisse des écoles au titre de l'exercice 2025 est d'un montant de 185 000 €. Voilà. Bon, je vais pas vous redire les propos précédents. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, on vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc toujours Madame Del Santo, c'est la subvention au Centre communal d'action sociale. Oui,
la subvention accordée au Centre communal d'action sociale au titre de l'exercice 2025 est d'un montant de 1 483 000 euros. Madame Merci Madame le maire. Je voudrais porter à votre attention que la subvention de la ville au CCAS est à nouveau en augmentation cette année. On vient de voter des taux stables et pourtant la ville continue à augmenter sa subvention au CCAS. Et depuis 5 ans, depuis 2021, c'est presque 500 000 euros d'augmentation du budget du CCAS. Avec la création de nouveaux services, de la Maison France Service qui a été évoquée par Madame le maire à l'instant, avec 5140 personnes qui ont été reçues, la création d'un nouveau service avec la Maison des Parents, avec 800 personnes qui ont bénéficié de ce service, avec les offres développées aux seniors, donc je ne compte plus le nombre de seniors qui bénéficient des actions mises en place par le CCAS. Et c'est vrai que, sans parler du budget du CCAS en forte augmentation, on peut aussi quand même parler de la maison de santé qui est à mettre à l'actif finalement de l'équipe municipale puisque nous l'avons voulu. Et cette maison de santé, depuis juillet dernier, il y a eu 7300 consultations. Donc je pense que les gardéens ont une très haute qualité de service, des services en augmentation constante et qu'on peut s'en féliciter. Vous n'avez pas eu la possibilité, je pense, la semaine dernière de participer au conseil d'administration du CCAS, au cours duquel on a débattu sur le rapport d'orientation budgétaire. Donc je le porte à votre connaissance aujourd'hui et puis à l'ensemble des élus présents. Et les axes sont renforcés et les actions vont être à nouveau développées. Donc je le signale ici parce que c'est un effort important que fait la commune à destination de tous les publics. Alors je sais que vous ne vous inquiétez pas pour le CCAS et je vous en remercie, mais ne vous inquiétez pas pour la ville non plus, elle est dans de bonnes mains. Merci Madame Charles. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc nous faisons des efforts conséquents de façon à être sur tous les fronts et pouvoir satisfaire le maximum de personnes sans laisser personne au bord du chemin. Donc on va voter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc nous allons voter l'attribution des subventions. Oui. Donc, pour la délibération suivante, l'attribution de subventions aux associations, il y a certains d'entre vous qui siègent, qui sont membres d'associations. Donc, il y a Madame Charles, Madame Blanc, Madame de Sonti, M. Christian Gasquet, Louis Savoir. Donc, il faudra penser à ne pas le compter pour cette délibération. Monsieur Jouot, Monsieur Boulon, Madame Chaston, Madame Antoine, Madame Chabot et Monsieur Masson. Pardon? Oui. Est-ce que c'est pas que si on est au bureau? Alors, non, même quand on est membre de l'association. C'est plus prudent, madame. Les gardiens de sous, je ne demande pas de changer. Si c'est celle-là, c'est pour ça que je reste aussi. C'est madame la société, l'association gardienne de protection féminine, comme monsieur Masson. Alors, si vous en êtes d'accord, que si vous en êtes d'accord, on ne va pas lister la totalité des associations, vous en avez pris connaissance. S'il y a des remarques, vous faites vos remarques maintenant.
Sinon, on va voter directement et on pourra faire rentrer toutes les personnes qui sont à l'extérieur. On procède ainsi. Pardon. Vous êtes d'accord? Oui, si on peut juste voter pour l'ensemble. J'ai juste une petite question sur une association. Je ne sais pas à quoi elle correspond. Je donne la parole à M. Monté. Oui, c'est sur l'introduction de votre question. Enfin, vous l'avez vu, les subventions aux associations de cette année sont au niveau à peu près constant par rapport à l'année dernière, 610 000 euros qui se répartissent pour en gros 500 000 euros pour les associations sportives et 100 000 pour les autres, culturelles, sociales, patriotiques et celles qui sont qualifiées de diverses. Le point qui justifie ma prise de parole, c'est de vous mentionner que cette année, pour la première fois, nous avons dématérialisé l'ensemble du système de demande de subventions et d'attribution des subventions pour un travail intense qui a été fait par nos agents. Revenez, je vous en prie, madame. Non, elle ne peut pas revenir. Je vais devoir continuer. Nous, on vous écoute, mais dehors. Oui, non, mais j'entends qu'ils sont un peu bavards. Brouillage sur la fréquence. Cette dématérialisation, donc je disais, a demandé un très gros travail à la fois au personnel de la maison des associations, mais aussi ici au personnel des services financiers, qui ont mis en avant combien on pouvait aller profondément dans la gestion d'une association par la récupération de tous ces documents. Et cette analyse nous a permis en particulier de constater quelles associations thésaurisaient malgré leurs activités intenses, et ça nous permet d'ajuster le niveau des subventions. Et enfin, puisque j'ai la parole, j'en profite pour dire que les règles d'attribution des subventions n'ont pas changé. Tous les ans, depuis le début du mandat, M. Kamat, qui n'est pas là aujourd'hui, me demandait mais comment faites-vous? Alors, puisqu'il ne me le demande pas, je vais le dire quand même. On n'attribue rien à la première année pour vérifier que l'association, la première année d'existence de l'association, pour vérifier que cette association est solide et qu'elle a des rendus pour la commune. Et puis on n'attribue pas non plus si des subventions sont attribuées par le département, par la métropole ou par l'État, ce qui est possible. Donc on a un fonctionnement qui est parfaitement cadré et expliqué à tous les acteurs qui nous sollicitent sur ce sujet. Seules les associations communales sont subventionnées. Oui, je voulais savoir ce qu'était l'association RCPPN. Ça correspond à un rugby club, puisque c'était la première RCPPN. Monsieur Lodélic. Oui, alors c'est les équipes féminines de l'ancien regroupement entre le 15 du Coudon et le canton, la gare de Pradé. Par la suite, il y a eu une scission entre la partie masculine et la partie féminine, sauf les cadettes qui sont restées féminines dans le giron du 15 du Coudon et qui alimentent après les équipes premières. Et ça a pris ce nom RCTPM, mais le siège de l'association est sur la commune de la Garde, c'est une association gardéenne et qui comprend les joueuses féminines seniors de la Seine, du Quai du Coudon et la 24 avant la gare de Pradé, de Lierre-Carquerade. Voilà. Donc c'est l'élite, j'allais dire, féminine au niveau du rugby. Dernière question. Quand je vois la différence, par exemple, pour le tennis club ou le ping-pong, des fois ça s'élève à entre 10 000 et 20 000 euros, la différence. Est-ce que c'est en fonction des résultats? Alors, c'est pas du tout. Les critères sportifs peuvent être pris en compte par rapport aux frais de déplacement qui peuvent être plus éloignés
selon le niveau de l'équipe, s'il joue en national ou en régional. Là, sur l'exemple que vous évoquez, en toute transparence avec les clubs, le montant total des subventions attribuées aux associations, vous le majorez de 18 000 euros, tout simplement parce qu'il y a eu un glissement pour, par exemple, le tennis et une autre association où il y a 0, parce qu'ils souhaitaient avoir soit des travaux sur les installations, soit l'achat d'équipements. Comme c'est du domaine public pour le tennis, nous avons décidé que la commune ferait ces investissements, c'est une tonnelle devant le Plavos, et une autre association qui est la gymnastique, soit nous attribuons une subvention de fonctionnement, mais si le club s'arrêtait, il partait avec les équipements, soit nous achetions les équipements qui restaient dans le gymnase, qui pouvaient être utilisés par les scolaires, les collèges, etc. Donc là-dessus, et il y a une réserve prudentielle aussi, pour éventuellement dépanner des clubs, là aussi, ça ne figure pas là, comme nous avons fait en cours d'année l'année dernière, une subvention complémentaire liée à des résultats, c'est pas pour équilibrer les budgets, mais par rapport à des résultats sportifs qui pourraient arriver en cours d'année. Voilà, c'est une compensation. Donc, une question de côté. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On va faire rentrer nos collègues. Ils vont plus. Oui, vous rentrez. La parole. La parole est à M. Dumontier pour la délibération suivante. C'est gratuité des autorisations d'occupation temporaire du domaine public et les mises à disposition des biens communaux. Sur ma liste de déport, il y a un certain nombre de conseillers municipaux qui semblent, d'adjoints qui semblent concernés. Je vais les citer alors pour cette gratuité, on comprend bien puisqu'il s'agit d'actions. Il n'y a pas de déport. Il n'y a aucun déport. Ah bon, c'est vrai. Il n'y a pas de déport, c'est ce que je voulais dire. Bien, donc il s'agit de vous présenter la gratuité des occupations mises à disposition temporaire du domaine public et biens communaux dans la ville de la gare. Il s'agit des locaux et des matériels. Nous avons été sollicités pour mettre au clair cette question par l'État, puisque une certaine liberté nous paraissait consentie, en fait qu'on n'a jamais utilisée, évidemment. Mais là, on dit très clairement les choses, donc comme vous avez pu les lire dans le projet, que ce soit les associations gardéennes, c'est-à-dire inscrites au registre des associations de la garde, régies par la loi de 1901, les organisations syndicales, les associations et les partis politiques peuvent bénéficier, sur notre décision du conseil municipal, d'obtenir la gratuité pour l'utilisation des biens communaux, c'est-à-dire principalement évidemment les locaux, les salles de réunion, et puis le matériel qui peut y être associé. Donc, il n'y a pas de difficulté particulière. Nous aurons à aller plus loin pour préciser ultérieurement dans quelles conditions, ce qui sont rares, on pourrait avoir à attribuer à titre gratuit une salle à une association qui ne fut pas gardéenne. Pour l'instant, je le dis c'est rare parce que je l'ai peu vu depuis que je m'occupe de cette délégation, mais c'est arrivé, et généralement c'est quand une association vient et porte une certaine notoriété que dont la ville peut jouir en correspondance, ou qu'elle bénéficie de bénéfices au cours de cette activité, qu'elle transmet aux associations caritatives de la ville, que nous avons modulé cette règle. Mais ce n'est pas l'objet de cette délibération, celle-ci c'est la délibération basique pour les associations, les associations 1901 et les partis politiques, comme je le disais précédemment. Pas de questions? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur Dumonté.
Opération Passe Jeune. Et alors, l'opération Passe Jeune est une opération qui a été créée à la garde en 2019, qui est renouvelable tous les 5 ans, qui consiste à attribuer une carte Passe Jeune à nos jeunes de moins de 25 ans qui le souhaitent et qui sont en accord avec un certain nombre de nos commerçants. Il y en a 44 à la garde qui ont signé cette convention et qui attribuent des réductions à tous ces jeunes qui viennent faire leurs achats. Donc c'est aussi une sollicitation pour qu'ils viennent dans la ville. Je précise qu'il y a une réflexion. Actuellement, dans le Var, il y a 4 villes qui ont déjà mis en place ce système, dont l'autre depuis 5 ans, donc, et d'autres s'y intéressent de très près, et en particulier la métropole. La métropole est en train de créer un pass jeune métropolitain, mais ça ne fera pas disparaître le nôtre, ce sont des réductions qui s'additionneront. Donc c'est aussi un point positif. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet. Y a-t-il des questions? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Monsieur Alain Jouot, le renouvellement de l'adhésion de la commune à la Fondation du patrimoine pour l'année 2025. Merci Madame la maire. Donc, considérant que la Fondation du patrimoine est un organisme privé indépendant du non lucratif, considérant que la commune a adhéré en 2024 à la Fondation du patrimoine et entend renouveler pour l'année 2025 cette adhésion, pour poursuivre notamment la collaboration avec la Fondation du patrimoine pour le projet de restauration de la chapelle Saint-Charles-Borromée, monument historique inscrit. Donc on propose donc d'approuver le renouvellement de l'adhésion de la commune de la Garde à la délégation régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur de la Fondation du patrimoine, moyennant une cotisation annuelle pour l'année 2025 de 1 000 €. Y a-t-il des questions? Non. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Monsieur Franck Chouquet. Avis de la commune sur la procédure de modification simplifiée numéro 1 du plan local d'urbanisme de la Garde. Merci Madame le maire. Il s'agit en effet de donner un avis favorable sur cette procédure de modification simplifiée. Je vous fais grâce de tous les considérants. Un considérant est à noter, ceci dit, c'est que le dossier de modification a été mis à disposition du public pendant 1 mois et qu'aucune observation n'a été portée dans le registre à ce jour. Voilà, Madame le maire. Ce sont des modifications techniques. Non. On vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur Franck Chouquet, régularisation foncière. En effet, Madame le maire, il s'agit donc du projet de programme de réussite éducative, la reconstruction du nouveau PRE. Donc, lorsque nous avons regardé l'assiette foncière de ce projet, il a fallu que nous la mettions à jour et nous avons conclu un accord de partenariat avec la copropriété pour une vente à l'euro symbolique de ces 15 mètres carrés qui va nous permettre de construire ce nouveau bâtiment de programme de réussite éducative. Y a-t-il des questions? Qui est pour? Qui est contre? Je vous remercie. Donc, pour les 2 prochaines délibérations, la communication du rapport spécial, je demande à M. Jean-Louis Masson, Franck Chouquet, André Bollon, Alain Jouot, Alain Fumas, Jean-Éric Ledévy, Mme Sophie Rouillet, Christophe Gasquet. Je laisse la parole à Mme Charles. Très bien, donc cette délibération numéro 16 concerne la SAGEP et la communication du rapport spécial sur les conditions de l'exercice de puissance publique pour
pour l'année 2023, donc il est proposé au conseil municipal de se prononcer favorablement sur l'ensemble des informations qui sont contenues dans ce rapport et qui portent donc sur l'exercice de prérogatives de puissance publique pour l'année 2023 qui sont déléguées à la SAGEP. Vous avez dû voir dans les annexes qu'il s'agit du droit de préemption. Qui est contre? Qui ça? Oui. Vous avez une question? Je vous en prie. Donc effectivement, je parlerai pour la numéro 16 et la numéro 17, puisque ça concerne, les deux concernent la SAGEP. Donc c'est mon mari. Pour 2 années. Non, mais les deux délibérations concernent la SAGEP. Donc, vous le savez, c'est mon marronnier. Donc, je réitère, tout est opaque à la SAGEP. Et donc, cette société, effectivement, détient des prérogatives de puissance publique que vous avez décidé de lui confier. Résultat, toutes les décisions se prennent en catimini, loin de la transparence démocratique. J'aimerais prendre un exemple concret pour que tout le monde puisse comprendre. Les commissions d'appel d'offres, par exemple, pour la requalification du centre-ville, rien n'est discuté en commission municipale, là où les élus pourraient exercer un droit de regard légitime, elles ne sont qu'à la SAGEP. Bon, votre volonté est claire et on le dénonce depuis très longtemps. Vous souhaitez cacher aux élus ce qui est décidé et priver l'opposition d'informations essentielles. Si vous voulez lever les doutes, pourquoi ne pas reprendre les élus de la CAO municipale pour la SAGEP? Pire encore, toutes les délibérations sont portées par un rapporteur incapable à chaque fois de donner des explications claires et précises. Aucune information, aucun détail. Dois-je m'attendre comme toujours à ce que vous me répondiez directement d'écrire à la SAGEP? Cette fois-ci, j'attends des réponses. Et toujours sur l'avance de trésorerie des 7 millions. Quand est-ce que les gardiens seront remboursés en totalité? Ensuite, je souhaite revenir sur la réponse erronée de M. Dumontet en décembre. Non, une avance de trésorerie n'est pas un prêt. C'est comme si la ville avait donné 7 millions d'euros à une société privée pour qu'elle construise des lotissements privés. Un don déguisé, mais certainement pas un prêt. Alors j'attends ces réponses. Je vous remercie. Je vais donner la parole à M. Dumontet puisqu'il l'a demandé. Deux petits points quand même. Je suis ravie de voir que le terme marronnier, vous le reprenez maintenant et que vous avez et qu'il suscite votre adhésion et que vous adhérez au sens journalistique de ce terme. Je veux bien dire ce qu'il veut dire. Ensuite, l'objet de cette délibération aujourd'hui, c'est la communication sur un point précis qui est le droit de préemption. Je pense que vous l'avez bien vu, qui est le droit de préemption. Donc, on n'est pas là pour refaire le débat sur la ZAC de Sainte-Mus. Il s'agit d'une délibération technique sur le droit de préemption et le vote ne porte même pas sur le fond, mais sur la forme. Le rapport vous a bien été communiqué. C'est la seule chose, c'est l'objet de cette délibération. Donc, vous souhaitez élargir ce débat, ce n'est pas l'objet de la délibération. Monsieur Dumontet. Oui, je me souviens très bien que vous... J'entends que les groupes. Oui, pardon. C'est justement parce que vous ne m'écoutez pas toujours que vous n'avez pas interprété l'image que j'avais utilisée et que, pour laquelle vous m'avez repris et que dont j'ai accepté la reprise en situation. Alors, je n'ai pas consulté les textes pour savoir, mais en effet, c'est une avance qui a été consentie par la commune à la concession qui avait été attribuée à la SAGEP. Et puisque vous posez pour la énième fois la question, je vous réponds, moi, pour la troisième fois de mémoire, pour vous dire que le remboursement de cette avance sera effectué à la fin de la concession. Actuellement, la fin de la concession, je vous l'ai dit,
au cours du dernier conseil municipal est en 2026. Donc, nous verrons bien en 2026 si ce remboursement a lieu. Vous ne pouvez pas faire de procès d'intention aujourd'hui pour dire que l'on a bradé l'argent. Vous voyez, vous ne m'écoutez déjà plus. Non, non. Et qu'entre-temps, il y a des rentrées d'argent qui viennent du frais de la concession à la ville. Voilà. Donc, c'est d'une grande simplicité. Alors moi, je ne vous parle pas comme un banquier. Je n'ai pas l'expertise, j'en suis désolé, de M. Avarit qui vous dit ce qu'il faut dire, mais je pense que dans mon esprit, les choses sont très claires et elles sont normales et commentées, comme je viens de le faire. Donc, peut-être que vous le contestez une fois encore, mais la réalité, c'est bien celle que j'ai démontrée. Dans le passé, il y a eu d'autres méthodes qui ont été utilisées. Par exemple, lorsqu'on a construit la planquette, eh bien, on n'a pas du tout utilisé les mêmes méthodes, et je pense que si on faisait l'état financier à la fin des deux opérations, on verrait combien nous avons eu raison de faire, parce qu'on a lésé personne. On a lésé personne. Et c'est justement pour cela, c'est ce souci de justice sociale qui devrait vous animer, si je comprends bien, mais qui vous anime sans doute moins que nous. Je vous remercie. Merci, Monsieur Dumonté. Sur le fait que la gestion est opaque, je ne vois pas très bien en quoi elle est opaque, puisque les rapports d'activité sont régulièrement communiqués et que la loi fait obligation d'avoir une CAO de la SAGEP, voilà, et pas celle de la ville, puisqu'elle est concessionnelle. Donc sur cette délibération numéro 16, ce rapport vous avez bien été communiqué, qui est contre. La tournure de phrase n'est pas la bonne. Parce que si nous devons prendre acte du rapport que vous nous avez communiqué, nous pouvons prendre acte. Par contre, je vais si dire c'est se prononcer favorablement sur sur l'ensemble des informations, on n'est pas sur les mêmes... l'objet de la délibération. Je vais le relire. Voilà, c'est pas la même chose. Il s'agit d'une communication du rapport spécial sur les conditions de l'exercice des prérogatives de puissance publique de la SAGEP pour l'année 2023. Le rapport spécial qui porte sur cet exercice des prérogatives de puissance publique a été établi pour l'année 2023 par la SAGEP. Aucun texte ne fixe les délais de présentation, c'est la raison pour laquelle il passe à ce conseil municipal. Nous sommes dans les délais puisqu'il n'y a pas de limite, pas de délai, de forme ou de contenu du rapport. Donc il est proposé au conseil municipal de se prononcer favorablement sur l'ensemble des informations contenues dans le rapport spécial qui porte sur l'exercice de ces prérogatives établies par la SAGEP. Donc on ne prend pas acte d'un rapport puisqu'on Vous va êtes se prononcer favorablement. libre, libre de votre vote. Donc qui est contre? C'est pas une communication. Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 17, pardon. Donc il s'agit de la même... Tu peux revenir, Madame Ouvouillet. Oui. Donc Madame Ouvouillet revient puisqu'elle n'était pas administrateur de la SAGEP pendant l'année 2024 et elle l'était pendant l'année 2023. Donc il s'agit de la même délibération, de la communication du rapport spécial sur les conditions de l'exercice des prérogatives de puissance publique, cette fois pour l'année 2024, au profit de la SAGEP. Donc même délibération, qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Donc les membres du conseil peuvent vous remercier.
Délibération numéro 18, M. Jean-Claude Marastoni. Oui. Cette délibération a pour objet de mettre à disposition à titre gratuit d'un local pour le syndicat autonome de la fonction publique territoriale. Y a-t-il des questions? Non. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Toujours M. Jean-Claude Marastoni pour la convention portant occupation de locaux communes, comité d'action sociale et culturelle. Voilà, c'est le pendant de la précédente, c'est la mise à disposition cette fois pour le casque de locaux pour exercer ses fonctions. Des questions? À titre gratuit aussi, bien sûr. Non. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Utilisation des véhicules de service et le droit de remisage, M. Jean-Claude Marastoni. C'est une délibération qui a déjà été prise l'an dernier en 2024. Elle est renouvelée cette année pour l'année 2025, dans les mêmes termes pour les véhicules qui font l'objet de remisage. Des questions? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur Jean-Claude Marastoni, autorisation donnée à Madame le maire de signer les conventions de mise à disposition ascendante partielle des droits communs du personnel exerçant à moins de 50% sur une ou plusieurs compétences transférées à la métropole. Voilà, vous avez tout dit, Madame le maire, vous avez fixé l'objet de la délibération, c'est le personnel qui met à disposition de la métropole, partiellement bien entendu. Des questions? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, Madame Ourdouillet, c'est le syndicat de l'évêché, donc je te laisse. La parole est à notre collègue Sophie Ourdouillet. Voilà, donc il s'agit d'une délibération pour la gestion et l'entretien des bassins écréteurs de crues du complexe Guy Môquet, ainsi que celui qui se trouve sur le terrain de tir à l'arc. Donc nous laissons la gestion au syndicat des goutiers. Merci. Question? Non. Qui est pour? Je vous remercie. Madame Ville. Madame Ourdouillet, toujours pour la déclaration numéro 23, communication au conseil municipal du rapport sur la situation en matière de développement durable de la métropole. Donc vous l'avez eu en annexe, donc il y a 5 finalités dans ce rapport sur le développement durable. Donc la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité des milieux et des ressources, la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations, l'épanouissement de tous les êtres humains et la transition vers une économie circulaire. Questions? Non? Donc on va voter pour la prise d'acte. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Madame Ourdouillet, le rapport annuel sur le prix de la qualité du service de prévention et de gestion des déchets ménagers. Merci. Donc ça aussi, vous l'avez en annexe. Donc les grandes ambitions, c'est donc répondre aux besoins des usagers, réduire les quantités de déchets produits par les habitants. Vraiment, l'objectif, c'est de passer de 632 kg par habitant par an en 2019 à 570 kg par habitant par an en 2027. Développer le tri et maintenir l'équilibre des dépenses et des recettes. Question? Non? Donc on prend acte. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Morillon, ordonnance de prolongation à la convention d'application de la charte internationale des corps. Merci Madame le maire. Donc je rappelle que la convention d'application de cette charte du parc national de Port-Cros demeure l'outil qui recense les actions faisant l'objet de partenariats pour décliner territorialement et de manière opérationnelle la charte. Et que la prolongation de la convention permet d'assurer la continuité des termes du partenariat entre le parc national de Port-Cros et la commune de la Garde pour la poursuite des actions prioritaires identifiées par les signataires
tout en favorisant un dialogue régulier entre ces derniers. Donc on autorise Madame le maire à signer ce renouvellement, cet avenant de prolongation aussi de la convention. Merci. 3 ans. Des questions là-dessus? Non. Donc, qui est pour? Qui est contre et qui s'abstient? Je vous remercie. Vous avez derrière toutes les communications des décisions municipales prises depuis le 14 novembre 2024. Est-ce qu'il y a des questions sur ces... Donc, prenons donc acte de cette information. Je vous remercie, chers collègues. L'ordre du jour étant épuisé, la séance